Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 février, c'est donc la dernière émission de la semaine. Nous allons faire un point sur l'ensemble des marchés, indices, actions, forex, matières premières, avant un long week-end. Raison du titre du jour, note de prudence avant un long week-end. En effet, lundi, ce sera le President's Day aux États-Unis. Les marchés seront donc atones. Les marchés européens devraient évoluer sans grande tendance. De ce fait, et parce que les indices américains et européens sont bien montés ces dernières semaines et ces dernières séances notamment, et après avoir touché des zones de résistance jeudi, eh bien, nous assistons à une consolidation qui a débuté jeudi en Europe et qui a continué hier, consolidation qui a commencé effectivement un petit peu aux États-Unis hier en fin de séance et qui perdure ce jour. Certains opérateurs optant très certainement pour des prises de bénéfices par prudence avant un long week-end. Pour autant, nous n'avons pas d'explosion de la volatilité, de cassure de support, de chandelier de retournement fortement baissier. Il s'agit pour l'instant d'une simple respiration. Avant toute chose, un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis ainsi que le palmarès actions d'hier en clôture, et je répondrai à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les publier dès maintenant. Alors, en termes d'actualité marché, de mouvement intraday, le S&P 500 a clôturé à 2347 points hier en légère baisse, mettant ainsi fin à une séquence haussière de 6 séances de hausse consécutives. Le Nasdaq 100 consolide sous son haut de canal à 5300-5310 points. D'ailleurs, j'en avais parlé mardi dans une analyse publiée sur le site de CMC Markets. Je vous avais indiqué cette zone d'importance sur le Nasdaq. J'ai d'ailleurs rédigé une alerte qui s'appelle le graphique de la semaine sur le Nasdaq 100 ce jour. Pourquoi est-ce que je vous ai publié cette alerte ? Eh bien tout simplement parce que sur le Nasdaq, on vient de toucher un haut de canal, et puis sur le Russell 2000, l'indice des small caps US, eh bien on a aussi touché une résistance majeure. Le Russell 2000 respire sous les 1410 points. C'est la borne haute d'une figure d'élargissement de moyen terme. Ça ne veut pas dire que le Nasdaq et le Russell sont en train de faire des points hauts de long terme. Simplement, ils ont touché des résistances de long terme. Des reflux peuvent donc avoir lieu éventuellement sous ces seuils. Est-ce que par la suite on assistera à des retournements ou est-ce que ces seuils casseront par la suite ? Difficile à dire, mais force est de constater que de fortes résistances ont été atteintes. Je vous invite donc à lire mon papier du jour sur ces indices américains. Le CAC 40 a cassé les 4900 points et retrouve son support à 4850 points. Donc là aussi, mardi, je vous ai rédigé un point sur le CAC 40 en vous expliquant qu'au-dessus de 4850 points, une accélération pouvait se produire. Elle a eu lieu, on a été chercher les 4930 points. Et puis, mercredi, je vous ai rédigé une analyse de nouveau sur le CAC 40 à 4930 points pour vous dire qu'on était sous résistance et que le support se situait à 4850. Donc voilà, début de semaine, on note une cassure, on vise une résistance. Milieu de semaine, on note une résistance, ça ne passe pas. Et ce sont les supports qui sont de nouveau visés et atteints. Pour l'instant, ça reste une légère consolidation sur le S&P 500 et le Dow Jones. Le Nasdaq et le Russell également sous des résistances. Le CAC, lui, reflue un petit peu plus que les indices américains, puisque les indices européens ont tendance à sous-performer. Donc pour l'instant, cela reste sur l'ensemble de ces indices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, une consolidation.
Le VIX, le Volatility Index, grimpe de 8% en 3 jours, signe que les opérateurs se couvrent. Pour autant, le VIX, aussi surnommé l'indice de la peur, ne nous donne pas de signal fort. En effet, on parle de hausse forte de la volatilité, de peur, de risque baissier, etc. lorsque le VIX gagne 30, 50 ou 70 ou 100% très rapidement. Ici, ça reste une hausse graduelle pour le moment. Concernant le pétrole WTI, eh bien, fait relativement rare, il a évolué dans un range de 2% cette semaine. Il est soutenu à 52,50, vendu à 53,50. Il est contenu dans un petit range, toujours soutenu par les accords des pays producteurs en vue de baisse de production et toujours pressurisé par la production américaine en hausse et les stocks de pétrole qui continuent de grimper. Concernant la fève de cacao, elle consolide de 1,1% à 2008$ après avoir gagné 8% en 48 heures. Je vous ai également rédigé un suivi sur la fève de cacao ce jour que vous pouvez retrouver sur le site de CMC Markets. J'y explique que dimanche dernier, je vous avais posté une alerte en expliquant qu'on arrivait à proximité d'un support de long terme à 1970$. J'expliquais dans cette alerte qu'on pouvait très bien soit réagir sur le support, soit le casser et potentiellement faire un trou d'air, et que j'allais donc le surveiller. Ensuite, mardi ou mercredi en début de semaine, j'ai rédigé une nouvelle note qui s'appelait « Des actifs à la croisée des chemins » dans laquelle j'expliquais que la fève de cacao venait d'approcher de la borne basse de son canal baissier à 1870$. Le lendemain, on réalisait un double creux, je vous en parlais dans l'émission Le quart d'heure US. Et le surlendemain, on regagnait encore 4%, donc hier, avant de finalement consolider ce jour. Dans cette note mise à jour ce jour sur la fève de cacao, je vous explique que les 1970$ support de 2011 font désormais théoriquement support à 1970. Tant qu'on est au-dessus, les acheteurs peuvent théoriquement garder la main pour aller chercher la borne haute du canal baissier qui se trouve à 2200$. A contrario, sous les 1970$, des risques baissiers feraient de nouveau surface. Vous l'aurez compris, j'ai repris la publication d'analyses régulières. J'espère donc que vous les lirez pour bien les comprendre, pour bien comprendre ma façon d'analyser les choses et ma façon de suivre un actif. En effet, sur la fève de cacao, c'est un très bon exemple. Dans un premier temps, j'ai noté que la fève de cacao était en train de chuter depuis des mois et approchait d'un support long terme. Ensuite, j'ai attendu qu'on arrive sur le support. Ensuite, j'ai évoqué que je la surveillais. Ça ne veut pas dire qu'on est acheteur ou vendeur, ça veut dire qu'on regarde. Le support a cassé, puis on a accéléré violemment. Et ensuite, j'ai surveillé un éventuel retournement haussier qui est enfin intervenu. Et c'est à ce moment-là que ça peut devenir intéressant pour certains investisseurs qui attendent justement des signaux techniques. Donc, je m'attends, en plus d'écouter mes émissions, à ce que vous lisiez mes papiers. Enfin, d'autre part, le dollar index tente de se stabiliser mais reste sous pression à 100,5 points. Je vous ai dit que j'étais relativement neutre sur l'euro et le dollar car c'est peu lisible comme configuration. A priori, pour l'instant, le dollar reste sous pression, ce qui permet à l'euro de se reprendre, ce qui permet à l'AUD de rester fort contre le dollar. Donc on verra la semaine prochaine quel tempo est donné sur la fameuse monnaie américaine. Enfin, l'or profite d'une part de l'aversion au risque sur les marchés, d'autre part de sa tendance haussière et enfin du dollar qui reste sous pression. Ainsi, l'or fait de nouveau face à ses plus hauts annuels, la résistance des 1245$, résistance qui, si elle cède, pourrait engendrer une nouvelle accélération. A contrario, on pourrait se stabiliser dessous. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx 50, on notera Danone qui gagne 4%. Pourquoi est-ce que Danone gagne 4%? Eh bien parce que dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a de l'action aujourd'hui. Le géant américain Kraft Heinz a proposé de racheter Unilever. Cela a fait grimper Unilever de près de 10% et ça dope donc les titres du secteur tels que Danone qui est en tête des hausses sur l'Eurostoxx 50. Et sinon, vous noterez qu'on a quand même peu de hausses ce jour. On a globalement des baisses et ce sont les bancaires qui tirent à la baisse avec pas mal de françaises mais aussi Banco Santander en Espagne.
Comme je vous le disais ce matin dans la matinale, lorsque les bancaires consolident, généralement les marchés dans leur ensemble respirent. C'est ce qu'il se passe actuellement. N'oublions pas que les bancaires ont réalisé ces derniers mois, notamment depuis le Brexit et après l'élection de Donald Trump, des rallyes haussiers très importants. Cette consolidation apparaît donc comme légitime et vous noterez que malgré des baisses de 2, 2,5, 3% des bancaires, le CAC lui ne perd que 1%. Ça reste donc une baisse graduelle. Côté statistique, peu de chiffres aujourd'hui, une fin de semaine dans le calme en termes de macroéconomie. Les ventes au détail en Angleterre sont ressorties négatives à moins 0,3% alors qu'elles étaient attendues en hausse de 1%, faisant ainsi chuter la livre ce matin. Le chiffre du jour, c'est 143. 143, c'est le nombre de milliards que propose Kraft Heinz, donc c'est ce dont je vous parlais juste avant, pour le rachat de Unilever qui refuse pour l'instant. Le groupe américain a précisé qu'Unilever avait rejeté sa proposition, mais qu'il souhaitait parvenir à un accord sur les termes d'une transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne suis pas d'accord pour que tu me rachètes 143 milliards, mais si tu en mets 150 ou 160, peut-être qu'on pourrait s'entendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dernier épisode de rachat, c'était Bayer-Monsanto. Ça avait duré pendant des semaines et les enchères avaient été montées plusieurs fois. C'est peut-être ici ce qu'espère Unilever. Côté entreprise, peu de publications ce jour, mais j'ai quand même choisi 2 publications assez complètes pour un peu vous les expliquer. Donc Direnco a vu son bénéfice net baisser de 24% au premier trimestre à 193,8 millions de dollars. Les ventes d'équipements du fabricant de matériel agricole ont reculé de leur côté de 1% sur la période à 4,69 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Thomson Reuters attendaient un chiffre de 4,68 milliards. Et puis en termes de perspective, Direnco tape sur une progression de ses ventes d'environ 1% au deuxième trimestre et 4% en 2017. Donc là, vous voyez, c'est une publication mitigée. Le bénéfice net baisse, ce n'est pas une bonne chose. Les ventes reculent de 1%, ce n'est pas une bonne chose. Par contre, le chiffre d'affaires ressort supérieur aux attentes, donc c'est moins pire. Et enfin, la société s'attend à une croissance à l'avenir et notamment une belle croissance pour l'ensemble de l'année 2017. Donc globalement, c'est un chiffre mitigé, contrasté sur le premier trimestre, mais la société publie un peu au-dessus des attentes pour le chiffre d'affaires et elle publie des attentes relativement bonnes pour 2017. Donc nous verrons comment ces résultats sont accueillis, mais c'est tout de même globalement positif. Et puis Cisco aussi, ce sont des résultats contrastés. Au deuxième trimestre, le bénéfice par action est ressorti à 91 cents, au-dessus du consensus. Par contre, le chiffre d'affaires, lui, a reculé. Et il a reculé plus que ce que le consensus attendait, puisque le chiffre d'affaires a reculé à 2,17 milliards et Wall Street attendait 2,22 milliards. Donc là, on a un bénéfice net supérieur aux attentes, mais un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Et c'est donc pas évident de savoir ce que fera le titre Cisco aujourd'hui. On regardera lundi ou mardi ce qu'ont fait justement ces 2 titres. Ce sera intéressant pour la suite. Et dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier en clôture, on notera le spécialiste des produits de santé, Stericycle, qui a gagné 7,7% grâce à une bonne publication. On notera également NetApp, le spécialiste du stockage de données, qui gagne 4% et qui inscrit ainsi de nouveaux records annuels au-dessus des $40. Et dans les baisses, on notera Coty, le spécialiste des parfums, qui perd 5,46%. Coty est dans un range en fait et a échoué sous la borne haute de ce range. Et puis enfin TripAdvisor, on avait vu hier que les résultats étaient bien en dessous du consensus. Les marchés ne l'ont pas épargné, le titre perdait ainsi près de 11% hier. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Je vais regarder vos questions, mais globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les indices sont aussi en données mensuelles, hebdomadaires
et journalière. En données horaires 4 heures, on est dans une consolidation depuis 24 heures aux US, depuis 48 heures en Europe. Pour l'instant, c'est une consolidation qui se fait dans le calme, progressivement. On revient vers les supports. Les opérateurs prennent des bénéfices puisque nous sommes en fin de semaine et que lundi, ce sera férié aux États-Unis, je le répète. Concernant les changes, j'attendrai les prochaines publications macroéconomiques pour voir ce qu'il se passe sur le dollar. Le dollar avait bien rebondi pendant 2 semaines, mais depuis 3 jours, il bat de l'aile. Et de ce fait, les risques baissiers sur le dollar restent tout de même relativement élevés, sous les 101 points qui restent donc résistance. Enfin, sur les matières premières, on notera l'indécision du pétrole qui, lorsqu'il sortira du range 52,5-53,5, pourrait décaler nettement. On notera également l'or qui est dans une belle tendance haussière et ce jusque nouvel ordre. Et concernant la fève de cacao, chaque chose en son temps, on a eu 2 belles séances de hausse à plus de 4%. Aujourd'hui, on consolide. On verra si la hausse relance ou non dans les séances à venir. En tous les cas, un biais positif peut être préservé tant qu'on est au-dessus des 1970 $. Alors, Berem me dit, pour vous, quel serait l'objectif à moyen terme à viser sur le titre Seagate? Alors, Seagate, je ne l'ai pas regardé depuis un certain temps. Je vais regarder cela. Philippe dit, l'Arabie Saoudite achèterait du pétrole sur le marché futur pour soutenir les prix. La source, c'est le Financial Times. En fait, l'Arabie Saoudite souhaiterait coter en bourse en fait sa société d'extraction de pétrole. C'est la plus grosse société pétrolière au monde. Et donc potentiellement, l'Arabie Saoudite voudrait profiter d'un pétrole relativement élevé pour pouvoir coter cette compagnie. Alors, je suis en train de regarder le titre Seagate. Donc le titre Seagate, on a eu une forte hausse avec un gap haussier il y a 3 semaines au-dessus des 42 $. Depuis, le titre monte petit à petit. Depuis 48 heures, il consolide sous les 48,20, 48,30 à l'image de l'ensemble des indices américains. Votre question était, quelles sont les prochaines résistances, donc les objectifs haussiers théoriques? Eh bien écoutez, tant que le titre reste orienté favorablement et fait des plus bas de plus en plus haut, les résistances se situent à 50 $, seuil psychologique, et ensuite 52 $, un seuil travaillé au dernier trimestre 2015. Il faut revenir un petit peu dans le passé pour trouver tout cela. Philippe me dit, Warren Buffett est-il toujours actionnaire de Kraft Heinz? Je ne sais pas Philippe, mais je pense qu'en regardant sur le site du fonds de Warren Buffett, vous pourrez potentiellement trouver la composition de ce dernier. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'être présents. Je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, un très bon week-end et je vous retrouve en grande forme lundi à 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.